Ready? Okay, hi everyone. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis très honorée de présider cette session avec ces trois personnes. J'ai découvert pendant que je préparais session qu'on allait parler d'innovation sociale. Et je dirais que le mot général qui est partagé par toutes ces personnes, c'est ils sont des makers, des faiseurs, des gens qui agissent. Ils savent comment faire les choses dans la vie de tous les jours. Donc, quelques mots à propos de qui ils sont. Petra vient de Suède. Je ne vais pas dire grand-chose à propos de vous, mais je peux dire qu'elle est inventeur, elle recherche des solutions, elle a un diplôme en arts et en sciences et cela fait d'elle quelqu'un qui se consacre à ce que va être l'avenir pour les générations à venir. Antonio vient d'Espagne. Mais tous les trois, vous avez pas mal voyagé. Antonio est architecte et je dirais que vous avez une sorte de start-up en innovation sociale. En fait, ce que vous avez fait, c'est commencer à travailler sur la solution des problèmes à propos de la durabilité, et puis il est passé à autre chose. Il a essayé de résoudre d'autres problèmes encore. Et en plus, vous êtes très jeune, vous avez 26 ans. Et puis, nous avons Justin qui a travaillé à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises et en essayant de souligner l'importance des sociétés qui sont encore vulnérables, qui ne sont pas encore suffisamment solides, mais qui ont des possibilités d'inventer quelque chose de nouveau. Donc, voilà, je dirais qu'il s'appelle le créateur de ponts, le bridger. Bon, en fait, tous les quatre, je ne me suis pas présentée. Je suis Sabrina Murphy, je travaille chez BNP Paribas, je m'occupe d'entrepreneuriat et j'ai fondé le premier accélérateur pour les entrepreneurs au sein de BNP Paribas. Les entrepreneurs, c'est des gens qui sont entrepreneurs à l'intérieur de leur société, avec de nouvelles activités, de nouveaux produits et de nouveaux services, mais ils restent dans les entreprises, donc ils sont des acteurs de l'avenir dans leur société. Et donc, c'est mon travail. Et moi aussi, je suis chef d'entreprise, je l'ai créé d'une manière entrepreneuriale. C'était seulement un rêve il y a 4 ans. Maintenant, c'est une réalité et nous avons déjà aidé 40 personnes chez BNP Paribas et maintenant on est internationaux. Donc, pour revenir à cette séance, lorsqu'on l'a préparée, on avait pensé à vous parce que nous sommes ici, parce que nous voulons que vous soyez heureux de ce qu'on pourra vous apporter à la fin de cette séance. Donc, on voulait commencer par la raison pour laquelle vous êtes ici. Je ne sais pas où est le micro, mais si vous pouviez nous aider à voir ce que vous voulez, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, eux, ils ont aussi beaucoup à vous dire. Alors, dites-nous quelles sont vos attentes pour cette séance. Pourquoi vous avez décidé de venir ici maintenant? Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ici parce que j'étais assis à la table du dîner avec vous hier et ça m'avait déjà beaucoup intéressé. Le lien avec mon travail, je suis Ralph Trum, je suis directeur général un journal qui s'occupe des entrepreneurs et entrepreneuses, si je puis utiliser ce terme. On essaye de révéler un certain nombre de choses et les entrepreneurs ne sont certainement pas absents de ce monde, tout simplement parce que ils disent nous, on ne veut pas savoir que l'empreinte énergétique va disparaître ou diminuer et maintenant il faudra peut-être une autre empreinte. Donc nous sommes très intéressés par ce que vous allez pouvoir nous dire.
Vous étiez hier au dîner? Tous? Quelqu'un d'autre? Oui. Ouais. En fait, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je suis toujours curieux de savoir en fait à quel moment. Pardon. Je suis toujours curieux de savoir comment naît l'idée en fait de se lancer dans voilà, des activités comme celle-là, même au sein d'une entreprise, parce que quand on écoute les gens en parler, ça a toujours l'air assez simple en fait, la façon dont ils ont fait les choses, mais j'imagine que c'est un peu plus compliqué de créer déjà ce besoin au sein de son entreprise, surtout si elle n'y est pas sensible nécessairement au début, et puis voilà, pouvoir en faire une activité à temps plein, parce que il y a pas mal d'entrepreneurs à ce sujet, plein de questions qui émergent, comment on en vit réellement, est-ce que c'est quelque chose de viable, il y a toutes les questions aussi économiques qui en découlent, est-ce que c'est... Les coulisses un peu en fait, voilà, c'est le ça, comment ouais, en vrai, la vraie vie quoi. C'est ça, parce que quand je l'écoute, ça a toujours l'air facile, c'est ça aussi, et j'aimerais bien comprendre comment on y arrive à en faire une réalité et à pouvoir en vivre et à pouvoir le transmettre ensuite. D'accord. Bonjour, je vais parler en français aussi. Sybille Debain, agence Melteam. Donc, je suis une jeune entrepreneur. En fait, j'ai créé une agence de communication dans laquelle j'ai cherché à apporter du sens. Et du coup, j'aimerais savoir si je peux aller plus loin dans ma démarche ou si je suis les bonnes actions pour aller au bout de cette démarche sociale. Vous êtes déjà en chemin en fait. You're already on your way and you want to... Vous êtes déjà en route? C'est déjà créé, mais c'est en créant, c'est en mettant en place mon idée que j'ai constaté que finalement j'étais labellisée ou labellisable RSE. Parce qu'en fait, on accompagne l'objet en plus de l'agence de communication, c'est l'insertion professionnelle d'un public fragile, de différents publics fragiles qui vont être les jeunes issus de quartiers prioritaires ou les seniors isolés. Ça va dynamiser certains quartiers, apporter de la diversité dans l'univers de la communication et dans les prises de parole des annonceurs. Et en fait, en construisant mon modèle, je me suis retrouvée face à, au sein d'un écosystème qui s'appelle la RSE et du coup, je m'y intéresse de plus en plus parce que ça a mis un petit peu des mots et du sens dans ce que moi je voulais faire. Donc en gros, c'est comment aller plus loin. C'est ça, exactement. What's the next step for you? Exactement. Okay. Another one, a last one. Un dernier? Aussi pour l'accent, je parle en français. Donc je m'appelle Olivier, je travaille pour Kiabi et j'ai monté, j'ai deux questions en fait. J'ai monté un projet d'intrapreneuriat social dans la région ici, avec un magasin solidaire. Je suis venu ici parce que j'ai vu Suède, j'ai vu Espagne et je me dis, et Royaume-Uni, que cette notion de chercher un impact social positif, ça m'intéressait aussi de savoir quelle était la vision plus européenne de ce sujet. Et l'autre vision, c'est en fait mon entreprise est une entreprise de retail qui travaille en Europe avec des magasins en Europe et aussi sur les pays de production. Et donc ça me pose plein de questions en fait sur les enjeux de mondialisation. On agit dans nos pays de production et notamment au Bangladesh. On agit dans nos pays en Europe avec notre fondation. Ça me pose des questions. Du coup, je viens y chercher des idées, des inspirations. Et quel type de questions ça vous pose? En deux mots, et puis c'est moi qui réponds. Oui. Il y a une forme de paradoxe. Aujourd'hui, ils vendent de plus en plus d'articles à des familles en Europe. Il y a une complexité de produire et de fabriquer dans des pays qui sont émergents. Et du coup, c'est comment le faire bien et de manière responsable. Ok, merci. Ok, thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
Alors, vous commencez, OK? Justin va nous expliquer ce qu'il fait. Ce qu'on suggère, c'est que on veut garder un petit peu de temps pour les questions à la fin de la présentation, des 3 présentations, mais s'il y a une question spécifique pour Justine, vous la posez. Sinon, vous devriez peut-être attendre longtemps. Tout d'abord, je vais parler anglais. Je suis née à New York, alors j'ai une tendance à parler très vite. Donc, si vous n'entendez pas bien, si vous ne comprenez pas bien ce que je dis, vous pouvez toujours lever votre main. Tout d'abord, nous avons eu l'introduction qui a été faite, mais d'abord, je voudrais vous expliquer comment je suis arrivée ici, ce qui sera un peu une réponse à votre question d'ailleurs. Merci pour cela. Tout d'abord, j'ai commencé comme consultant. Je suis sortie de l'université. J'avais une passion pour ce qu'on appellerait l'équitabilité, mais on parlait un petit peu de la faim verte, comme on l'appelait, mais je devais parler égal. Vous savez qu'on doit payer l'université longtemps après avoir travaillé, après avoir fait ses études, parce qu'il faut rembourser ses études, parce qu'on a fait des prêts. Alors, c'est de là que je viens, si vous voulez. Et puis, la passion de ma jeunesse, c'était probablement dans les années 90, j'avais vu beaucoup de livres qui sortaient, John Elkington et d'autres, qui montraient un chemin où le monde des entreprises et les mouvements environnementaux venaient ensemble, donc l'écologie et les entreprises. Et donc, ça m'a fait penser à un entrepreneuriat plus social. Je me suis dit que je devais parfois un petit peu embêter ma société en les poussant un petit peu, par exemple, à gérer les déchets. J'ai essayé également de travailler avec les clients. Ils ne m'écoutaient même pas. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, OK, je laisse tomber le monde de la consultance traditionnelle et je vais plutôt m'occuper de ça. Donc, j'ai commencé à travailler en suivant différents chemins. Rien n'est clair. Je suis allée à Costa Rica quand j'ai quitté mon emploi. J'ai même été... j'ai servi dans un bar, même j'ai fait tout et ça a l'air comme ça très facile. Mais finalement, j'ai essayé de rassembler toutes mes expériences. J'ai eu un MBA et je me suis occupée d'entreprises sociales et en travaillé dans des entreprises pour amener des questions sociales dans des parties de l'entreprise où il y avait un impact social positif ou négatif et essayer de trouver des solutions. Donc, de cette consultance, je suis passée à des questions sociales et diriger l'entreprise dans des questions plus sociales. Et donc, c'est le lien qui se poursuit aujourd'hui. Donc, j'ai commencé avec Jesse Johnson, qui est une société de produits et de projets d'innovation. C'est aussi une entreprise sociale, mais ils étaient beaucoup plus près de la base même de leurs activités, c'est-à-dire qu'ils travaillaient beaucoup sur la malaria. Vous savez qu'il y a aussi Baygon. Vous avez donc ces produits qui doivent être faits pour combattre une maladie. On a fait beaucoup de tests en Afrique. Ils ont construit des possibilités pour les équipes qui pouvaient travailler sur la dengue, sur la malaria, sur d'autres maladies, parce que maintenant, ils utilisent la même chose pour d'autres maladies. Ils ont mis un budget de marketing pour des questions de marketing. On a fait des tas de solutions en termes de ce que l'on peut faire pour l'équité de la marque, mais nous voulions également que l'OMS et d'autres soient d'accord avec nos messages qui doivent être de plus en plus responsables. Donc, nous savions que nous étions véritablement le fonds de commerce de l'entreprise. J'ai vécu à Nairobi, j'ai été un peu partout
surtout en Afrique, en travaillant sur le terrain. Et pour ceux d'entre vous qui sont au début de vos carrières, faites attention lorsque vous avez une promotion. Lorsque vous avez une promotion pour un meilleur emploi, en général, ce n'est pas un meilleur emploi. Donc là, je travaillais dans un bureau et puis je m'ennuyais franchement. Et j'étais quand même intéressée. Je voyais comment on pouvait faire d'une stratégie quelque chose qui allait avec également la durabilité, le côté humain, les stratégies pour Whirlpool après. Et puis, en même temps, ça me manquait cette partie que j'avais avant. Et puis, je voulais vraiment voir ce que je pouvais faire. Alors, l'impact devait être changer l'organisation en termes absolus, mais en même temps, j'aimais moins le travail parce que je ne voyais pas les choses avancer et je ne suis pas véritablement patient. Donc, j'étais un peu frustrée à ce moment-là. Et puis, en travaillant dans des grandes entreprises et des petites entreprises au Royaume-Uni, et puis une start-up avec un de mes amis en Espagne. Et maintenant, je passe plutôt du temps à la consultance. J'ai deux casquettes ici. L'une, c'est Azao, qui est une firme de consultance qui travaille surtout au Royaume-Uni, et puis l'autre est un membre fondateur d'une association pour une communauté de gens qui travaillent dans des grandes entreprises pour arriver à un changement positif. Et j'ai travaillé avec Azao et toutes les organisations. Donc, j'aide les personnes qui apportent un changement dans les grandes entreprises et je travaille également donc chez Azao même. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui et comment j'y suis arrivé plus ou moins. J'ai deux enfants de 7 et 8 ans et l'une de mes grandes joies, c'est de pouvoir jouer de nouveau avec des Legos. Eux aussi, ils adorent travailler avec mes Legos et c'est vraiment une analogie très intéressante pour moi. D'abord, ça me ramène à mes enfants, mais en plus, c'est utile lorsque vous pensez à la manière dont vous pouvez apporter une innovation en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur social. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la boîte de Lego et tout jeter par terre, et puis vous voyez toutes ces pièces et vous vous demandez ce que vous allez en faire. Eh bien, c'est un peu comme ça l'innovation en tant qu'entrepreneur également, en tant que client d'Azao. Ce que l'on fait, c'est apporter des renseignements, essayer de comprendre le paysage général du problème à l'interne, c'est-à-dire quels sont les capitaux que l'on a, qu'est-ce qu'on a, quelle est la situation avec nos points faibles et les parties un petit peu faibles. Ça peut être les marchés émergents, ça peut être des segments du marché qui sont plus difficiles à couvrir. Et puis, ça peut être également des réfugiés, des anciens collaborateurs. Ça peut être également des communautés dans les pays développés. Et donc, essayer de comprendre la situation dans son ensemble demande d'avoir les bonnes pièces. Mais quand vous jouez avec un Lego, le problème, c'est que vous avez beaucoup de pièces, et Dieu merci, je les ai. Mais vous pouvez passer tout votre temps à trouver la bonne pièce. Et c'est ce qu'on fait pour l'innovation. C'est très important parce que ça ne suffit pas d'essayer d'avoir davantage de nouvelles pièces. Il faut toujours mieux comprendre la situation parce qu'on ne connaît jamais aussi bien qu'on ne croit. Et plus on la connaît, et plus on a l'impression qu'on ne la connaît pas. Donc, il faut établir des priorités. Et c'est là qu'on commence à penser, bon, ben, je vais construire cette chose-là, et voilà les pièces avec lesquelles je vais travailler dans
processus où on pense aux clients. Ça peut être quantitatif, ça peut être qualitatif, mais vous avez besoin de toutes les composantes parce que sinon vous vous perdez, vous essayez de trouver la bonne pièce et vous ne la trouvez pas. Alors, c'est une question. Vous savez que l'innovation a été apportée par plein de gens, mais avant tout, ce qui est important, c'est qu'il faut tester. D'abord, vous avez les informations qui viennent du marché, qui viennent du terrain, si vous voulez, et puis on fait des recommandations, et puis on dit, ben, maintenant, je veux construire cela avec des prototypes, et après, il faut faire les tests. Et donc, pour ça, il faut pouvoir travailler avec les clients. Et si tout va bien, on peut refermer la boucle, mais à ce moment-là, on passe à un développement. Ça permet de voir comment on peut faire un lien entre les organisations et faire passer ça à des écosystèmes d'organisation de manière à ce que parfois, ils puissent également développer cela ailleurs et le connecter ailleurs. Donc, d'un point de vue de mesure, c'est très important. Il faut vraiment que ça soit très précis pour pouvoir trouver une bonne communication, et ceci pour les personnes qui sont dans le domaine de la communication. Moi, j'ai travaillé comme entrepreneur et il ne faut pas oublier la manière dont on fait les choses au niveau de l'innovation. Et puis, quelques exemples aussi, peut-être un petit peu plus intéressants encore. Une chose, on travaillait dans des services de nettoyage et ce qu'on voulait faire, c'est savoir comment, en tant que société de biens de consommation, il fallait voir comment on peut nettoyer les toilettes. Ils nettoyaient leurs toilettes comme nous. Il y a beaucoup de carrelage, il y a des services qui sont très réguliers. Et quand on a voulu voir comment on pouvait avoir des bonnes toilettes ou des toilettes comme il se doit dans des endroits où la saleté existe, parce que n'oubliez pas qu'il y a des maladies qui peuvent tuer plein d'enfants de moins de 5 ans dans les parties même les plus développées du monde. En fait, personne ne détient sa toilette. Il partage ses toilettes avec d'autres personnes du quartier ou de l'étage. Ça peut être 8 familles, parfois avec 5 ou 6 enfants, et il y a 2 toilettes. Donc, vous pouvez imaginer la scène du matin. Enfin, vous imaginez. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, les toilettes doivent être nettoyées. Et c'est juste après le déjeuner, donc je ne vais pas vous montrer pourquoi c'est nécessaire. Mais imaginez, c'est encore pire que ça. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est créer une entreprise qui pouvait apporter des capacités de Johnson en matière de produits et d'emballage, avoir également une entreprise qui pourrait aider les communautés les plus pauvres. On a commencé dans différents endroits de l'Inde. Et cette entreprise marchait très bien, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'erreurs, questions de sécurité, etc. Et puis d'autres endroits où on travaillait au niveau local, mais en fait, on travaillait pour Facey Johnson. Et pour l'innovation en général, on s'est rendu compte qu'il fallait parler des échecs aussi. Je ne vois pas ça comme un échec, mais pour nous, Johnson, ce n'était pas rentable. Donc, ils ont pensé que c'était un programme social séparé. Je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles. C'est une des choses qu'on a appris, c'est que quand on tombe, il faut apprendre à se relever. Maintenant, ça fonctionne toujours comme entreprise sociale à Nairobi. Mais pour réduire les coûts, on a dû prendre des emballages qui pouvaient être réutilisés, avoir des coûts fixes, avoir des modèles de services, etc., et des modèles de nettoyage. Mais tout ça, ça venait de la nécessité. C'est ça qui est intéressant. Lorsqu'une entreprise va sur des marchés émergents, il y a des endroits très difficiles à la base de la pyramide, si vous voulez, à la base de la pyramide sociale. Il y a tellement de besoins d'innovation que vous ne pouvez pas ne pas faire quelque chose. Donc, voilà un exemple de ce que nous avons fait également, avec d'autres également d'ailleurs.
Alors, ceci est un autre exemple d'une chose que nous avons faite. La physique quantique, ce n'est pas le sujet de ce que je vais dire. Ça commence très, très petit pour bien comprendre l'univers. En fait, c'est une métaphore pour la manière dont nous travaillons, c'est une métaphore pour les entrepreneurs dans le domaine dans le sens juridique et comment travailler dans les affaires sociales. Ce n'est plus quelque chose qui n'est plus binaire et c'est là que la physique quantique entre en jeu. L'entreprise doit être une entreprise et doit être sociale. Elle ne doit pas être séparée. Et c'est sur ça qu'on travaille. C'est ça. La plupart des entreprises ne le font pas, mais nous essayons de faire cela. Et enfin, le principe de l'incertitude, c'est-à-dire et c'est là que j'arrive ici. C'est une des choses critiques à propos de l'innovation. Les entrepreneurs peuvent bien réussir, mais ceux qui réussissent bien, c'est ceux qui peuvent affronter l'incertitude. Quand vous vous dites comment je vais faire pour monter ça dans les bas quartiers et créer des toilettes, comment est-ce que je vais améliorer, par exemple, la vie des petits agriculteurs au Rwanda, vous vous posez la question, question idiote. Il faut commencer à construire pour commencer à voir comment avancer et donc être humble et se poser des questions et poser des questions aux autres si c'est nécessaire. Poser la question pourquoi et ça n'aide pas d'être un outsider. Parfois, dans une entreprise, si vous venez de l'extérieur, il faut pouvoir poser les questions. C'est un des aspects de l'entrepreneuriat et c'était les éléments que je voulais vous faire connaître. L'une des attentes aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez vous relier avec les gens, comment vous pouvez avoir un lien avec les gens. Alors, Petra, d'abord, est-ce qu'il y a une question à ce qui vient d'être dit? Moi, j'ai des questions. En fait, je voudrais poser la question, comment est-ce que vous parlez de l'échec? Parler de l'échec, c'est pas facile. Donc, je voudrais savoir comment vous parlez de l'échec, mais ça, vous pouvez le dire après. Et puis, les écosystèmes. Vous avez parlé de la possibilité de travailler avec des écosystèmes qui sont importants pour les entrepreneurs. Est-ce que vous avez des recommandations à faire à cet égard? Et encore une question qui peut-être sera intéressante, c'est quelles sont les difficultés? Bon, bien sûr, il y a un lien entre les échecs et les difficultés. Comment est-ce que vous pouvez surmonter ça dans la réalité, dans la vie réelle? Eh bien, d'abord, merci Sabrina et merci de me donner des renseignements comme cela. C'est chouette d'être ici. Ma question, c'est plutôt, je voudrais vous raconter mon histoire. L'histoire que je veux vous raconter, c'est le soleil, c'est l'eau et la manière de faire chauffer l'eau par le soleil. Mon innovation, parce que c'est moi qui suis derrière cette technologie, s'appelle Sulvaten. Et Sulvaten, ça veut dire le soleil et l'eau. Et je pense que c'est quelque chose qui est comme un voyage qui commence avec les questions. Pourquoi pas? Donc, c'est ça que moi, j'ai commencé. Je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas faire quelque chose et après, j'ai pensé que je pouvais faire quelque chose. Il faut commencer avec le problème de l'eau qui n'est pas sûre. Lorsque vous avez une mauvaise qualité d'eau, il y a tellement de gens qui vivent avec de l'eau de mauvaise qualité. Ça a un énorme impact. Donc, tout devrait commencer par l'accès à l'eau de bonne qualité et de grande sécurité pour tous. Et ça s'appelle ce que j'appellerais, moi, l'eau améliorée. J'y crois pas. Mais c'est une manière de définir l'eau. Et si vous avez un tuyau
pour amener l'eau dite améliorée, c'est pas facile. Alors pourquoi êtes-vous malade et comment ça se fait? Eh bien sûr, lorsqu'on parle d'eau, on parle de toutes sortes de micro-organismes qui peuvent vous toucher, mais c'est également une question d'hygiène. Comment est-ce que vous pouvez utiliser l'eau? Utiliser l'eau pour votre hygiène, pour la nourriture, pour votre vie. Et c'est ça que je voulais vous dire. Ça va au-delà de simplement la qualité de l'eau. Et beaucoup de prévention est nécessaire. Ce n'est pas toujours facile de nettoyer, de traiter l'eau. Mais c'est comment prévenir les maladies, par exemple. Les vers intestinaux. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Et surtout des enfants. Et ça, c'est quelque chose qui fait très mal. Parce que ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas vraiment une maladie dangereuse, mais ils souffrent. Et c'est les enfants, et là, on manque de fonds pour cela. Et je pense que ce serait idéal de faire quelque chose qui permettrait de réduire la douleur à cause de ces vers qu'ils ont dans les intestins. Il y a tellement de choses là-dedans, dans cette question, et c'est véritablement un défi. Et puis, nous avons regardé les autres maladies. Il y en a tellement de cas, comme vous l'avez dit. Et c'est tellement évident, mais en même temps, il faut regarder l'hygiène qui va aussi jusqu'à l'infection des yeux, l'infection cutanée. Ça a un impact très important sur la santé en général. Et puis, pour revenir aux ressources, la manière la plus répandue de traiter l'eau, eh bien, c'est de la faire bouillir. Et la plus grande source d'énergie, c'est soit le bois pour faire chauffer, ou bien le charbon. À Haïti, par exemple, il y a moins de 2% de la forêt qui demeure. Et bien sûr, vous pouvez comprendre que l'érosion du sol est grave et cela peut poser un problème lorsque tous les arbres sont partis. Ça prend à peu près 6 à 8 tonnes de bois pour faire du charbon de bois. C'est assez répandu dans les zones urbaines et dans d'autres régions, mais très souvent, le bois vient de forêts qui ne sont pas renouvelables. Et puis, lorsque l'on regarde ce que l'on utilise comme énergie, eh bien, il est assez surprenant de voir que ces chiffres, pour nous, ça a l'air tout à fait naturel que nous avons, par exemple, de l'eau chaude et que nous avons tout ce qu'il faut qui sort du robinet. Mais voilà à quoi cela ressemble en Afrique du Sud avec la consommation d'eau. À quoi utilisez-vous l'énergie? C'est une bonne question pour pouvoir comprendre. Si on vous demande si vous vivez dans des conditions de pauvreté, qu'est-ce que vous faites avec l'eau? Pourquoi vous voulez de l'énergie? Et qu'est-ce que vous avez fait? On pose ces questions et en tout cas, c'est ça que nous avons appris. Et il y a à peu près plus de 3% qui vont pour le chauffage, et puis pour la cuisine, et puis il y a également pour la lumière beaucoup de sources d'énergie parce que les panneaux solaires maintenant sont une possibilité dans beaucoup d'endroits, mais ce n'est pas suffisant. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer l'hygiène personnelle lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau convenable dans les robinets? Donc, en fait, c'est quelque chose sur quoi nous travaillons. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici? Je suis ici parce que je suis une chimiste, mais j'ai travaillé comme artiste également.
J'ai 4 enfants et 6 petits-enfants. Et ça fait de moi quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait aujourd'hui. Et je pense que ça doit être bien, pas simplement pour demain, ça doit être bien pour les générations à venir. Et ça, c'est ce que je pense de l'entrepreneuriat social. Les valeurs qu'on crée, les missions que nous avons, vous devez inclure un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas simplement ajouter ça. Vous devez faire partie de cela et ça doit faire partie de vous. Donc voilà, c'est une question de dignité. Peut-être que finalement tout n'est que question de dignité et d'humanité. Et ce que nous voyons là, c'est peut-être d'autres rôles à donner du temps pour les femmes. Un conteneur de 10 litres, vous y mettez de l'eau sale, vous la mettez dans le soleil, vous l'ouvrez comme ça et vous laissez le soleil briller pendant quelques heures. Donc, vous trouvez un bon angle par rapport au soleil et c'est le soleil qui travaille. Il n'y a pas de produits chimiques. Et après quelques heures, au Kenya, par exemple, après 2 heures, l'eau est saine et de très bonne qualité. Et même l'OMS a accepté cette qualité et a même recommandé tout. Les parasites s'en vont, les bactéries aussi. Donc, les gens vont accepter ce produit. Nous avons été pendant 7 ans sur le terrain et ça fait 7 ans qu'on a ça sur place. Nous pensons qu'une solution comme celle-là donne un outil aux personnes qui connaissent ce problème. Pas simplement s'asseoir et inventer quelque chose. Il faut d'abord comprendre quel est l'usage de cela. Donc, je m'en suis occupée sur le terrain. J'ai parlé aux femmes et je suis tout à fait convaincue que c'est un outil pour les femmes qui peut changer leur vie. Et c'est très bien également pour tous les usages que l'on peut faire d'une eau propre et chaude. Mais une autre chose qu'on a vue, par exemple, dans les camps de réfugiés à Kakuma, c'est que les mères avec des enfants qui sont mal nourris doivent faire des queues pour avoir des aliments et après, ils rentrent là où elles vivent, mais elles n'ont pas accès à l'énergie. Elles ont simplement un petit peu pour l'ensemble de la famille et l'enfant qui n'est pas bien est toujours sous-alimenté parce qu'il n'a pas eu la quantité d'aliments. L'ensemble de la solution n'était pas là, l'eau n'était pas saine et donc il faut voir l'ensemble du problème. Des idées peuvent encore se développer pour voir ce qu'on peut faire encore de mieux pour avoir différents types d'usages. Et il faut commencer tôt, lorsque le bébé naît. Ça, c'est le plus important. Ça fait partie du début de la vie. Et on a mesuré l'impact avec l'aide du retour sur l'investissement. Les différentes parties, pas simplement une question d'argent, bien sûr. Bien sûr, ça fait beaucoup d'argent économisé, mais c'est important pour l'économie, mais c'est surtout une question de climat. Combien d'arbres? Si vous avez 5 ou 6 arbres par an, ben vous pouvez en avoir beaucoup plus au fil des années. Alors, vous arrivez un jour à 4000 arbres et là, vous voyez que vous avez un impact énorme et ça permet d'utiliser cela pour la production d'énergie. C'est extraordinaire. Et donc, ce que je vois comme le plus important, c'est de gagner du temps, donner du temps aux femmes, surtout pour qu'elles puissent faire d'autres choses. Et nous avons vu beaucoup d'entrepreneurs créatifs, par exemple,
des coiffeurs qui utilisent cela grâce à l'électricité. Ils gagnent du temps et de l'argent. Donc, des petits entrepreneurs, des petites entreprises qui ont été créées. Et donc, c'était bien à apprendre parce qu'on n'y avait pas pensé dès le début. Regardez les petits agriculteurs, par exemple, qui lavent le pis de la vache avant de traire. Ça permet, si vous avez ça dans un thermos le jour avant, ben vous pouvez encore nettoyer la partie qu'il faut de la vache. Et puis, ce sont des choses donc que l'on a pu conclure. De combien de minutes avez-vous encore besoin? Bon, 2 minutes. Désolé, mais c'est comme ça. Non, je pense que nous sommes une bonne option pour le RSE, pour avoir des projets durables. Donc, nous avons un outil là pour faire croître tout cela. C'est une question de coopération. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je veux expliquer que nous ne sommes qu'un outil, mais c'est un bon outil. Et je pense que ça peut être utilisé dans beaucoup de domaines. Et ça a été une bonne reconnaissance que de rencontrer le président Obama. J'aurais préféré qu'il reste. Et c'est bien de voir la perspective, la vision. Et je veux vraiment faire quelque chose aujourd'hui pour continuer à faire quelque chose pour les générations à venir. And in a way, you're explaining. Alors, vous êtes en train de nous expliquer cette boucle, c'est-à-dire comment on lance quelque chose, comment on continue à apprendre et à s'améliorer au fil du temps, tout en apportant des résultats et tout en apprenant à partir de ce que l'on fait pour développer d'autres projets encore et encore. Donc, c'est vraiment une boucle infinie de projets, d'initiatives qui peuvent être engendrés. Alors, je ne sais pas. Maintenant, pourriez-nous peut-être donner un conseil, puisque vous travaillez sur le terrain? Comment on arrive à convaincre les gens? Comment on peut donc arriver à ce que les gens soutiennent et adhèrent à de telles initiatives? Nous vivons dans un monde d'indicateurs de performance clés. D'abord, il faut convaincre ses amis. On commence par ça, c'est-à-dire il faut partager ses convictions, ses idées avec des amis. Et puis après, vous devez convaincre le reste du monde. Et parmi le reste du monde, il y a des gens qui sont convaincus grâce à des chiffres, grâce à des indicateurs de performance clés. Et réussir à exprimer en chiffres ce que l'on fait, c'est important. Alors, comment avez-vous réfléchi là-dessus? Comment avez-vous mesuré donc l'efficacité et l'aspect donc conviction? On nous avait prévenu, voilà, que ça prend quelquefois un petit peu de temps. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Et je vais essayer d'être bref, même si la présentation comprend beaucoup de diapositives. Ça va être très, très interactif, vous allez voir. Alors, je pense, comme Petra nous l'a dit, l'histoire de ce projet commence également avec une expérience individuelle, personnelle, en découvrant un problème que je ne connaissais pas, que j'ignorais. Je passais mes loisirs durant mes études, durant ma carrière, à voyager, à m'intégrer à différents projets au Pérou, en Cambodge, également en Éthiopie. J'ai passé 2 ans pour construire un hôpital. Je suis architecte et j'assistais une organisation non gouvernementale pour la construction d'un hôpital en Éthiopie. Alors, ce que j'ai découvert, c'est la réalité. Comme Petra nous l'a dit, la réalité de ce monde, c'est-à-dire que beaucoup de personnes dans ce monde n'ont pas accès
à l'eau potable, à une eau saine et propre. Les gens arrivent à l'hôpital avec des tas de symptômes, de maux, des parasites dans leur ventre parce qu'ils boivent de l'eau qui est impropre. Ils sont infectés par un tas de virus, à tel point qu'on a même dû couper une jambe à une personne. La personne a dû être amputée parce qu'elle avait une blessure qui ne pouvait pas être nettoyée avec de l'eau propre tous les jours. Donc, une infection majeure s'est répandue dans son membre inférieur. Il a fallu l'amputer. Également, beaucoup de personnes mal nourries, souffrant de malnutrition parce qu'il n'y avait pas d'eau de pluie, donc pas de récolte. Alors, beaucoup des personnes qui arrivaient à l'hôpital étaient dans des états assez graves. Et la réalité, c'est que 700 millions de personnes dans ce monde n'ont pas accès à l'eau propre. Alors moi, j'ai vu sur le terrain que c'était la réalité. J'aimerais partager avec vous ces expériences, notamment mon expérience en Éthiopie. Dans une petite ville au sud-est du pays, juste à la frontière avec la Somalie, Godé, c'est une petite ville. Au cours de ces voyages, j'ai pris des photos. Moi, d'habitude, j'en prends jamais, mais cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais prendre des photos pour montrer aux autres comment les personnes vivent dans ces petites villes et comment ils font face à la pénurie d'eau, comment ils souffrent de cette pénurie d'eau potable, propre, à la consommation. Il y a des enfants partout, hein, comme vous pouvez le voir. Le taux de natalité est très, très fort. Et les enfants sont de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils font les tâches ménagères. C'est à eux qu'appartient de faire tout ce qui est difficile à faire dans les familles. Et ils doivent aller chercher de l'eau tous les jours. Tous les jours, 75% du temps, ce sont les femmes et les enfants qui doivent aller chercher l'eau. Alors, ces images, bien évidemment, correspondent à la réalité. Ça, juste après 2 jours de voyage, voilà ce que je voyais, des femmes et des enfants qui parcouraient de longues distances pour essayer de trouver de l'eau quelque part. Abdou, cet enfant, eh bien, il passe 6 heures de sa journée tous les jours pour aller chercher de l'eau. Il part à 6 heures du matin et revient à midi, donc il ne peut pas aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il doit passer son temps à chercher de l'eau. Ici, par exemple, c'est un autre très, très bon exemple d'un canal d'irrigation où les animaux boivent et où les personnes puisent l'eau pour leur consommation. Et c'est la réalité dans certaines zones de la planète. Bien sûr, quelquefois, ils n'ont même pas d'animal leur permettant de charger et de transporter l'eau. Donc, c'est à dos d'hommes qui doivent transporter l'eau, soit sur leur tête ou sur leur dos, juste pour avoir accès à l'eau, qui n'est même pas de l'eau potable. C'est de l'eau qui est sale. Donc, c'est bien un problème mondial auquel nous faisons référence. En Chine, 100 millions de personnes n'ont pas non plus d'accès à l'eau, 99 millions en Inde, 63 millions au Niger, en Éthiopie, 43 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau propre et je dirais que jusqu'à 700 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à une eau saine, propre. Et d'une certaine façon, la vie quotidienne de ces personnes est très, très réduite. 80% des maladies sont dues à cette eau. Il y a 1000 enfants qui meurent chaque jour. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils contractent des maladies dues à de l'eau impropre à la consommation, de l'eau sale. Alors, il faut essayer de trouver une solution d'une façon ou d'une autre à ce problème très grave, problème mondial. C'est un besoin. Lorsque nous avons été confrontés à ce problème, on s'est dit, attention, là, on ne peut pas continuer à voir perdurer ce phénomène. Il faut à tout prix faire quelque chose. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas une organisation non gouvernementale. Nous ne sommes pas des sponsors provenant d'une entreprise vendant de l'eau potable. On veut juste aider le monde. Voilà l'articulation à laquelle nous voulons arriver. Voilà comment on peut arriver à gérer, à surmonter un tel phénomène. Mais voilà, nous, on est des bénévoles. On s'appelle l'eau avec un but, un objectif. Nous avons lancé
une marque d'eau. L'idée, c'est que quand vous buvez notre eau, d'autres personnes vont pouvoir avoir accès à l'eau, boire de l'eau. Alors, nous sommes à la fois une entreprise 100% sociale dans le domaine de la consommation avec une eau minérale. Et nous voulions lancer une marque d'eau qui était 100% sociale. Tous les bénéfices générés, profits, seraient dédiés à des projets pour que certains peuples aient accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Alors, nous sommes un petit peu à la frontière. Nous sommes une association, une entreprise également à but social. Notre objectif, c'est d'améliorer la vie des gens. Nous voulons avoir un impact positif dans certains endroits du monde, mais quid de l'environnement? Que faisons-nous en Espagne? On vend des bouteilles en plastique. On ne peut pas perdre ceci de vue parce que sinon nous arriverions à une contradiction. Ce que nous faisons, nous sommes des socio-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que nous avons une certaine façon de faire à l'interne, dans notre chaîne de valeur, qui fait que nous sommes des entrepreneurs sociaux. Nous avons dû créer une bouteille qui soit durable pour vendre cette eau au bénéfice des populations privées d'eau potable. Nous sommes la première marque d'eau minérale en Europe. Donc, avec cette nouvelle bouteille éco-design, 100% au design 100% optimisé, et pour que cette bouteille ait le moins d'impact néfaste possible sur l'environnement. Nous voulions également que les personnes sachent ce que faisait notre projet. Chaque fois qu'ils achetaient notre eau, nous voulions que les personnes aient un code clair au niveau de notre étiquette pour savoir que lorsqu'on achetait notre bouteille de l'eau, un impact positif se ferait vis-à-vis des populations privées d'eau saine, propre à la consommation. Il nous a fallu à peu près 2 ans pour développer cette initiative. On a utilisé ces idées, on les a introduites dans des présentations. On a commencé à passer d'un investisseur à l'autre. Nous avons frappé à la porte de grandes entreprises de ce monde. Nous avons frappé à toutes les portes. Au début, personne ne nous croyait. On disait, bon, c'est pas possible leur affaire, là, ça va jamais marcher. On s'est dit ça va pas marcher parce que en Espagne le système de la socio-entreprise n'était pas du tout développé, c'est-à-dire qu'on nous regardait en disant d'accord, vous êtes une entreprise, une organisation non gouvernementale, c'est quoi ça? C'est vraiment un type tout à fait hybride, atypique de société d'entreprise, et le retour était terrible. Quelqu'un nous a dit pourquoi vous vendez pas des biscuits qui font une marge beaucoup plus que l'eau, vous arrivez sur un marché féroce, vous êtes en concurrence avec des multinationales, aucune chance pour vous, c'est même pas la peine d'essayer. Ce qui a été important pour nous, c'est qu'on n'a pas du tout écouté ce qui nous était dit. Après 2 ans et demi, on a réussi à vendre nos premières bouteilles l'année dernière, en septembre 2016, et nous avons commencé à lancer nos activités commerciales. L'année s'est avérée très bonne, on a beaucoup travaillé, mais j'aimerais vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi, mais en tout cas, ça valait la peine. Et notre impact cette année a fait que plus que 7000 personnes ont accès aujourd'hui à une eau propre grâce à 11 projets dans 7 pays. Nous avons remis plus de donc 1 million d'eau. Chaque fois qu'on vend une bouteille, on arrive à 2 litres d'eau dans un pays en voie de développement, donnée gratuitement. Nous travaillons dans beaucoup de pays, comme je disais, c'est un impact certain. L'impact sur l'environnement, 30 000 kilogrammes de plastique recyclé et plus de 45 000 litres de pétrole, donc également économisé grâce à ce système de recyclage. Ce fut une année très importante, formidable pour nous. On pourra en parler davantage. Je ne veux pas monopoliser l'attention ici, mais en fin de compte, dans 13 des 17 objectifs durables des Nations Unies ont été atteints. Le résultat, c'est qu'on essaye vraiment de contribuer chaque jour pour que les gens puissent boire, pour que l'eau soit accessible à toutes et tous. Nous voudrions que ce soit un acte extraordinaire, c'est-à-dire que
c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. Faisons en sorte que le fait d'acheter une bouteille tous les jours se transforme en quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on a choisi l'eau, parce que l'eau, eh bien, tout le monde en consomme. C'est ce qui est absolument nécessaire. Il faut tous que nous puissions consommer de l'eau pour vivre, pour survivre. C'est commun à nous tous et tous. Donc, en achetant cette eau, on peut aider les autres à avoir accès à l'eau. C'est important. Et j'aimerais terminer, si vous le voulez bien, avec quelques concepts qui sont liés aux questions, à la question primordiale qui est la suivante. D'un point de vue personnel, je pense que mon expérience de ces 3 dernières années passées dans le projet est que nous vivons dans un monde global où la concurrence est extrême, féroce. Lorsque vous avez une idée, sachez qu'il y a 30 personnes qui ont la même idée dans votre ville. Uniquement, quand vous lancez une idée, eh bien, il va y avoir de grandes entreprises qui vont essayer de vous imiter, d'améliorer le système très, très rapidement. Et si vous n'avez pas un objectif, si vous n'avez pas un pourquoi, une raison qui sous-tend votre initiative, ça va être très difficile. Alors, mon expérience, tout simplement, c'est que vous pouvez avancer si vous avez un objectif clair qui vous surpasse, qui est bien plus grand que vous, que votre personne. C'est beaucoup plus important qu'une entreprise classique. On doit oublier, le RSE, c'est pas un service d'une entreprise, c'est pas ça. La responsabilité sociale doit être un maillon clé d'une entreprise. Ça n'est pas quelque chose qui vous permet d'enjoliver une entreprise. Ça consiste pas à essayer d'étreindre les arbres, etc. C'est pas ça. C'est pas fait pour faire joli. Il faut vraiment que les entreprises s'impliquent dans ces valeurs par rapport que les produits peuvent avoir dans leur consommation. Également pour les entreprises, il s'agit également de pouvoir retenir les talents, les jeunes. Il faut que ceux-ci soient vraiment intégrés au cœur des entreprises pour retenir ces talents, sinon ils s'en iront. Donc je pense que ça va être une question fondamentale au cours des années et dans les 20 ans à venir. Si une entreprise n'a pas un objectif d'RSE intégré dans leur ADN, eh bien ils auront du mal à survivre sur le marché de la concurrence que je rappelle est féroce. So, do you have questions? Do you want to interact? Do you have reactions? Avez-vous des questions? Avez-vous des réactions, peut-être, suite aux 3 invités qui viennent de nous exposer quels étaient leurs projets? Une question, oui, là-haut. J'ai une question pour la dernière présentation en particulier. Je me posais la question, comment vous arriviez à mettre tout ça en pratique. Lorsque vous vendez 1 litre d'eau, vous donnez 2 litres d'eau à des peuples vivant dans les pays développants. Comment délivrez-vous, apportez-vous cette eau aux personnes? Quel est le mode de livraison, en quelque sorte? Alors, nous agissons de manière très locale, à une petite échelle. Nous développons des projets sur le terrain grâce à des partenaires locaux qui donc sont chargés de l'approvisionnement en eau. On a creusé des puits, on a mis en place des systèmes de filtration. Nous utilisons également l'eau comme étant la base de l'hygiène, le b.a.-ba. Nous avons construit des salles de bain dans des communautés au Cambodge. Il s'agit un petit peu de projets à petite échelle, très locaux, de terrain. Nous travaillons toujours dans des zones rurales pour ces communautés qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, dans une extrême pauvreté, pour qu'elles deviennent autonomes. C'est bien ça. Vous leur donnez les outils pour qu'ils deviennent autonomes. On essaye vraiment. Quelquefois, c'est vrai que l'eau, bon, comment dire, c'est un peu une question d'urgence plutôt qu'autre chose.
Ce n'est pas toujours quelque chose que l'on peut essayer d'apprendre ou d'enseigner. Pourquoi? Parce que ces personnes meurent tout simplement parce qu'elles n'ont pas d'eau. Ce n'est pas comme si on devait les aider à devenir des entrepreneurs, à monter des entreprises, des boutiques, des magasins. On essaie de travailler sur le long terme. On essaie vraiment de leur donner la possibilité de participer à des projets. Il faut qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour que les projets sortent de terre, pour qu'ils puissent s'en occuper une fois que l'on disparaît. On a la responsabilité de suivre les projets pendant au moins 6 ans. C'est très peu commun dans le domaine de la coopération, mais on pense que c'est très important. Le suivi est tout aussi important que la construction d'équipements pour l'alimentation en eau. Il faut pouvoir rester longtemps parmi eux pour continuer à les aider. Je pense que l'eau, c'est très, très important et l'ego également, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Comment calculer l'impact total maintenant de ces initiatives? Ça, c'est une autre question. Petra, je pense, nous a montré une diapositive formidable où elle disait, voilà toutes les réductions de l'utilisation du capital naturel. Voilà ce qu'on peut faire grâce à des systèmes innovants, simples. On essaye de quantifier l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. C'est très important. Préserver nos ressources naturelles. J'aimerais en savoir davantage quant à vos plans pour faire davantage du côté de la façon dont nous mesurez les résultats. Ça fait partie de ce que vous faites, je pense, pas uniquement en termes absolus, mais voir un peu comment ceci nous rapproche d'une économie inclusive, d'une économie locale. Alors, j'ai pas très bien compris votre question. Votre question a-t-elle trait à la façon de mesurer les impacts positifs ou alors est-ce que c'est de savoir quel est le processus pour arriver à mesurer? J'ai remarqué que nous avons tendance à aller vers quelque chose qui s'appelle la contribution totale. La contribution totale a trait aux différents personnes utilisées, comment on peut arriver à économiser le capital nature, comment on l'utilise. C'est pas uniquement en termes financiers, mais comment on peut mesurer le succès de ces mesures par rapport à ce que l'environnement a à nous offrir. L'université a fait une étude sur le retour sur investissement de ces projets et c'est très très important parce que cela va trait à l'inclusion de beaucoup d'impacts et d'indicateurs qui n'était pas basé sur une valeur économique. C'est très important également. C'est vrai que nous suivons toujours grâce à des documents de référence pour voir quel est l'impact de nos approches. Ce n'est pas toujours facile de calculer tout cela, mais il est possible de calculer quel est le montant des économies effectuées par famille. C'est très important. Si les personnes achètent par exemple du charbon, vous voyez très bien que grâce à notre projet à Kibera, les familles, finalement, ont commencé à calculer combien d'argent ils mettaient de côté grâce à un déclin, la réduction de consommation de charbon. Combien cela était particulièrement important pour eux. Ils n'avaient plus besoin de faire bouillir l'eau. L'impact pourrait être connecté également avec les soins médicaux. Parce que c'est intéressant de voir que les enfants viennent moins dans les hôpitaux. Donc, c'est également des économies pour les services médicaux, pour les hôpitaux. Ça, c'est ce que nous aimerions faire, calculer l'impact positif de ces mesures. Mais là encore, avoir la vision globale, c'est difficile. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à mesurer. Par exemple, j'aimerais vous parler de la valeur que constitue l'ombre d'un arbre. C'est une valeur incroyable pour ces peuples. Si vous regardez l'impact que cela peut avoir, que cette ombre produite par cet arbre peut avoir, si une vache au nord du Kenya ou au sud du Soudan, si une vache n'a pas d'ombre du tout, eh bien, elle
pourra ne faire que produire que 2 litres par jour. Si elle a de l'ombre, cette vache va pouvoir produire le double de les 4 litres par jour. Donc, c'est quelque chose que l'on doit inclure dans le système de mesure ou de quantification des résultats positifs. On pourrait également parler de l'écosystème. Pourquoi? Parce que c'est une autre façon également de dire l'impact qui est produit par ces initiatives. Vous parliez de l'importance de l'écosystème lorsqu'on l'innove et lorsqu'on travaille notamment avec d'autres parties prenantes. Comment pourriez-vous aider les personnes qui souhaitent commencer à innover pour comprendre ce que l'écosystème est et l'impact qu'il pourrait produire? Nous travaillons en partenariat très souvent. Au début de ces trajets d'innovation, c'est plutôt individuel. Et puis, on essaye d'avoir des équipes qui se constituent et puis on revient à des individus qui partagent une passion sur tel ou tel sujet ou telle solution. Mais une fois qu'on commence à étendre les choses, et c'est ça l'écosystème, à ce moment-là, une fois qu'on commence à mesurer les différentes parties, vont avoir différentes préoccupations, différentes visions de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, ça peut être très intéressant parce que ça apporte beaucoup d'expertise dans la mesure. Donc, une société comme la qui a beaucoup de bénéfices peut ne pas comprendre que le fait d'avoir de l'ombre pour une vache va apporter plus de lait. Il y a plein de sociétés qui ne se rendront pas compte de cela. Mais alors, vous pouvez apporter votre expertise pour comprendre les différentes valeurs que vous créez, les différents types de valeurs que vous créez. Mais il y a aussi l'autre côté dans la mesure, et c'est la raison pour laquelle dans ce genre de choses, il faut voir une deuxième boucle, comme je vous ai montré. Vous pouvez être complètement perdu dans vos mesures, surtout lorsque vous commencez à regarder le côté social. Vous pouvez essayer d'être plus précis, d'avoir de meilleures mesures, et puis vous mesurerez tout et vous aurez plus de temps pour apporter des améliorations. Donc là, les partenaires peuvent s'aider à équilibrer les choses. C'est pour ça qu'on travaille avec des ONG qui sont financés par des donateurs. Et là, ils ont des matrices, ils ont besoin de réponses. Et dans ma carrière, j'ai vu qu'il fallait voir les donateurs et dire, écoutez, on fait les choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude. On innove, mais si on utilise les mêmes mesures, on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on pourrait mettre ça de côté pour l'instant parce qu'on veut apporter un changement positif, mais ce n'est pas encore mesuré? Alors, est-ce qu'on pourrait revoir les choses et est-ce qu'on pourrait aller avancer plus rapidement à faire les choses? Et bon, là, vous devez mesurer, communiquer avec des chiffres pour les donateurs, par exemple, et il faut qu'ils puissent voir ce que vous faites dans le système. Et c'est là que parfois, c'est ça l'innovation, c'est que vous devez essayer de trouver des chemins plus courts pour passer. Bon, pour revenir à quelque chose de plus réel, par exemple, pour les entrepreneurs, ça peut être difficile de faire attendre ces gens. Alors, comment est-ce que vous allez les convaincre dans la vie réelle? Qu'est-ce que vous pouvez recommander à des gens qui pensent qu'ils pourraient devenir entrepreneurs pour traiter de ce genre de fossé entre le besoin de mesure, mais également le fait que vous ne pouvez pas seulement mesurer? Comment est-ce que vous traitez de cela sous cet angle? Eh bien, je pense que la grande variété d'outils de mesure, bon, c'est quelque chose qui est basé sur la tête et le cœur. Si vous regardez ce qu'on a appelé la matristique, c'était un livre qui a été écrit sur la matristique. Beaucoup de choses que vous avez entendues comme trajectoire, ça commence avec nos histoires personnelles, nos expériences. Vous devez avoir un lien personnel avec cela. Et c'est ça, si vous avez besoin d'un financement ou si quelqu'un est un obstacle, amenez-leur votre expérience pour essayer de régler cela. Parfois, c'est juste un truc qui peut débloquer les choses. Et l'autre chose, c'est que
ce qu'on essaye de faire, c'est utiliser la technologie pour que les gens s'engagent. Comme ça, vous avez un potentiel pour faire en sorte que les gens soient dans le sens de votre projet. Ils commencent à penser à la raison d'être, la mesure, et puis ils sont plus émotionnels, je dirais. Vous avez des multimédias comme ceci. Vous avez des studios multimédia avec lesquels on travaille tout le temps et ça vous permet de faire savoir ce que vous essayez de faire de manière très directe. Et vous pouvez ainsi avoir des contacts avec des publics dans le monde entier. Mais pour ça, vous devez avoir vraiment quelque chose d'émotionnel pour arriver à pouvoir montrer le côté de ce que vous faites. Mais pour ça, vous devez avoir quand même des prototypes pour mesurer. J'ai un exemple de ce dont nous parlons maintenant là. Nous avons pensé à la mesure de l'impact de chaque projet. Eh bien, chaque projet est différent et a un impact différent et c'est différent pour le mesurer aussi. Au début, nous voulions mesurer tout pour chaque projet. Et puis, nous avons commencé à essayer de le faire avec une équipe de 10 personnes et une personne qui s'occupait uniquement de ce domaine. Et devant traiter avec des partenaires locaux qui parfois n'avaient même pas de connexion intranet, parlant 4 ou 5 langues différentes, c'était impossible de mesurer toutes les choses que l'on voulait mesurer. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on doit s'en tenir à 2 ou 3 données importantes que l'on peut contrôler et mesurer. Parce que si vous voulez mesurer, par exemple, l'impact d'un projet au Bénin, par exemple, un appui pour une école de 500 enfants, et vous voulez voir l'infrastructure qui a été établie là, on peut le faire une fois, mais il est impossible d'avoir des informations constantes à ce sujet. C'est juste un exemple. Peut-être dans des plus grandes entreprises avec plus de ressources, vous pouvez contrôler ces choses-là, mais dans une start-up, c'est absolument impossible. Vous devez avoir pas mal de ressources pour chacune des responsabilités qu'il y a. Donc oui, c'est pas facile de mesurer tout. J'ai une question pour Petra. Tout d'abord, félicitations pour avoir trouvé ce dispositif. Vous devez être très heureuse de voir que vous avez fait ça dans une région qui a véritablement besoin de vous en raison de l'impact sur l'environnement. Mais je voudrais savoir quel est le prix de ce dispositif, si vous voulez, parce que les gens dans les villes ne peuvent pas acheter ça. Il doit y avoir un financement, peut-être de l'État, peut-être d'autres sociétés. Donc, je voudrais savoir comment vous gérez cela, comment vous faites en sorte qu'ils investissent pour cela. Enfin, c'est ça ma question. Oui, c'est un défi. C'est un défi. Si vous regardez la durabilité, pour nous, ça veut dire l'acceptation des gens. Et pendant combien de temps est-ce qu'ils vont l'accepter? Maintenant, on a l'expérience, mais on retourne sur place et on va voir les familles qu'on avait vues il y a 7 ans. Ils utilisent toujours le même dispositif. Donc, on n'a pas vu la fin de vie de ces dispositifs. Donc, j'espère que ça va encore durer. Mais ça dépend évidemment de la manière de qui vous êtes et comment vous l'utilisez. Et également, si tout à coup, vous avez une tempête dans le désert, c'est plus difficile. Mais on travaille simplement auprès des gens les plus vulnérables qui ne peuvent pas se permettre de payer cela. Alors, comment on a résolu cela? Eh bien, par des sociétés du RSE, nous avons essayé de trouver des systèmes de microfinancement.
on explique que ce sont des gens qui véritablement en ont besoin. Donc, je pense que si nous regardons les autres organisations, s'ils achètent Solvaten, ils regardent le budget. Et le budget, si vous regardez les Nations Unies, par exemple, et les situations de catastrophe, eh ben, vous voyez que les budgets sont très restreints. C'est 3 mois, donc ça va pas, parce que ça dure trop longtemps. Donc, alors je me dis, comment est-ce qu'on peut avoir des conceptions comme celle-là? Donc, je ne sais pas combien ça coûte en dollars. Peut-être $90. Et c'est un investissement, c'est vrai, pour certaines personnes. Mais pour ce que ça produit, c'est 6 000 litres par an, quelque chose comme ça. Alors imaginez ce que c'est pour toute votre vie. Donc c'est très, très bon marché si vous pensez au prix par litre. Mais bien sûr, c'est un défi de trouver une solution pour l'utilisateur final. Donc une manière d'agir serait peut-être de le prêter aux gens, ou des petits hôpitaux peuvent le prêter aux maires, par exemple, et si elles l'utilisent et si elles nettoient bien le dispositif, si elles utilisent bien, enfin, si il y a un bon stockage, après, elles peuvent les utiliser sans aucun problème. Elles ont appris quelque chose à ce moment-là. Donc, je pense que ça, ce serait peut-être le mieux. Si la réduction de carbone pouvait financer des choses comme ça, ce serait magnifique, parce que c'est au moins 1 tonne par an. Alors, qu'est-ce que c'est que le prix d'une tonne? Donc, vraiment, c'est un instrument de financement dont on a besoin pour cela, parce que ce sont des gens qui utilisent cela, qui doivent véritablement en tirer parti, et pas la société qui vend les tonnes de carbone. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je pense qu'on doit trouver des bonnes solutions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait levé la main. Si on pouvait partager le temps. Voilà, bonjour. Je vais vous parler en belge. J'espère que vous allez me comprendre. Donc, sur les bénéfices des actions qui sont engagées, ça ne pose aucun problème pour moi. Donc, ce qui est fait pour ces populations me paraît tout à fait indiscutable. Je me pose la question de l'appropriation réelle par les populations de ces accès à l'eau potable. Il est quand même insensé aujourd'hui de parler d'accès à l'eau potable. Vous parlez de chiffres de $90, alors qu'à l'échelle du monde, ce problème devait être réglé quand on voit les sommes immenses qui sont dépensées dans d'autres choses dont je ne parlerai pas, mais que chacun conviendra d'avoir à l'esprit. Et donc, quelque part, est-ce que finalement, on ne supplée pas, par toutes ces actions extrêmement positives et généreuses, quand même un déficit de conscience collective au niveau mondial? Vous avez plein de questions, en fait, là, c'est compliqué. Je suis belge. Hein. Non, mais the first one was on... Tout d'abord, comment est-ce que les utilisateurs utilisent cela à long terme? Et puis, il y a une autre question à propos de est-ce que... Qu'en est-il de notre conscience? Comment est-ce que il se fait que le monde n'a pas encore réglé ça? Ça ne devrait pas être un obstacle. Bon, je ne suis pas sûre. À vrai dire, je ne comprends pas votre question. D'abord... Nous sommes d'accord. Et la deuxième question, je vais être beaucoup plus direct. Est-ce que finalement, ces actions d'ONG ne sont pas des sparadraps sur des problèmes beaucoup plus graves, qu'on pourrait régler autrement? Okay, are these actions of NGOs not only just like ways of fixing things so that you just don't get bothered, but they're not really changing things profoundly? But we need Nous avons besoin de solutions comme celle-là avant que l'infrastructure n'existe. C'est clair.
C'est clair, ça va prendre des générations avant de couvrir le monde entier et qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux qui soient saines et de l'électricité. Donc, on doit trouver des solutions. Mais c'est une question de gouvernement. Ce sont les gouvernements qui ont cette responsabilité. Et donc, on devrait se concentrer sur les gouvernements. Chaque fois qu'on va quelque part, on doit aller au gouvernement et dire, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je pense que quand vous commencez à vous lancer dans l'innovation, vous devez rechercher des solutions qui sont fondées sur le marché. Et puis, vous pouvez avoir d'autres réflexions. Mais en tant qu'entrepreneur, et j'essayais d'apporter de l'innovation chez Johnson, en fait, on n'a jamais travaillé avec le gouvernement parce qu'on travaillait avec des entrepreneurs dans des communautés qui ne voulaient pas que la communauté s'en occupe parce que nous savions que nous allions, une fois qu'on réussirait très bien, le gouvernement à ce moment-là va dire « Ah oui, ben c'est très bien, on va vous donner de l'argent, etc. » Il y aura des taxes pour cela, etc. Donc, on traite du problème par nous-mêmes et nous avons des partenaires qui sont dans la communauté et qui veulent agir. Bon, peut-être aussi longtemps qu'ils le peuvent, et après impliquer les gouvernements. Mais c'est quelque chose qui devrait être traité à très haut niveau. Vous avez raison, mais ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est difficile de parler des actions des ONG par rapport au pouvoir public, par exemple. C'est vrai dans tout ce dont on a parlé. Et puis, il y a une sorte de rupture. Là, peut-être que les éléments de cette solution peuvent être résolus, peuvent être apportés par nous, et on ne peut pas attendre que les gouvernements fassent quelque chose parce que ça ne marchera pas. Donc, le marché peut s'occuper d'un certain nombre de ces choses. C'est très bien, on peut innover. Le marché peut faire ce qu'il peut. Pour les autres choses, le secteur tiers ou le secteur public va devoir nous aider. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'ONG et beaucoup d'argent qui a été investi pour résoudre les problèmes mondiaux. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons 7,5 milliards de personnes et il y en a encore tellement qui n'ont pas accès à l'eau. Il y en a tellement qui n'ont pas de salle de bain, qui n'ont pas d'électricité. Les problèmes sont toujours là, même si normalement on aurait dû avoir résolu ces problèmes depuis beaucoup de temps. Il faudra encore même résoudre ce problème pour encore d'autres milliards d'individus qui vont arriver. Donc, ce qui est vrai, c'est que on est un peu dépassé par les chiffres. Réfléchir aux chiffres, réfléchir à combien de personnes, combien de milliers. Finalement, on ne parle plus des gens à ce moment-là. On parle de milliers, on parle de KPI. Et ce qui est important dans ce genre d'entreprise, et même les ONG ou tout type d'organisation qui travaillent avec des gens dans le besoin, c'est un fait qu'elles s'engagent avec des gens et vous trouvez à ce moment-là combien il est important d'aider une seule personne déjà. Parce que parfois, on finit par penser que certaines initiatives ont un impact réel. Mais vous pouvez changer la vie d'une seule personne et déjà, vous aurez déjà fait quelque chose. Et ça vaudra la peine d'avoir fait quelque chose. Donc, se relier à nouveau à ce qui a été dit, à savoir le mesurage de l'impact, vous ne pouvez pas toujours mesurer l'impact. La meilleure manière de parler à vos investisseurs ou à vos clients, c'est de revenir voir les gens. Lorsque nous partons, vous allez au restaurant parce que vous avez trouvé un bon avis sur Google. Pourquoi est-ce que vous ne recherchez pas un bon avis qui est donné par quelqu'un qui vous a aidé, que vous avez aidé grâce à votre initiative? Ça pourrait être un bon impact. Et ça vous permet de revenir aux gens avec lesquels vous travaillez. On a encore 10 minutes, si vous voulez.
On va faire reparaître les noms au cas où vous voulez avoir une... c'est pas la fin de la conversation, c'est simplement que comme ça vous aurez les noms et si vous voulez vous connecter avec eux, ce sera possible. La question est pour les trois. Nous vous parlez de la difficulté d'impliquer l'État dans votre initiative, mais qu'en est-il de l'implication d'autres sociétés ou de fondations où nous savons qu'il y a beaucoup de marques qui sont prêtes à être plus responsables du point de vue social, mais peut-être qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour rencontrer les gens que vous devez rencontrer. Est-ce qu'il y a des possibilités que deux marques comme Agora peut-être ou Volvic, qui s'occupent également d'eau à apporter aux gens qui en ont besoin, fassent des liens ou peut-être des sociétés ou des marques comme BNP Paribas? Est-ce que c'est quelque chose sur quoi vous travaillez? Je pense que c'est important. Tout d'abord, ça prend du temps d'avoir une acceptation. C'est beaucoup plus facile d'avoir une acceptation parmi les utilisateurs que parmi ceux qui prennent les décisions et les sociétés. Mais pour les partenariats, il faut un effet cinétique, je dirais. Par exemple, si vous travaillez avec une firme de café suédois, chaque machine à café vendue en Suède consacre un certain nombre d'unités pour le Kenya ou l'Ouganda. Donc, c'est là qu'ils mettent bon, c'est quelque chose sur quoi ils peuvent communiquer. Nous, on peut le dire et nous pouvons communiquer. Donc, plus de partenariats, ça permet d'avoir un meilleur effet cinétique. Et les petites idées, les petites sociétés, il faut faire sortir les innovations très tôt. Il ne faut pas avoir peur d'aller chez les gens qui sont plus grands pour dire ce que nous avons fait. Mais ce n'est pas facile. Donc, c'est important de discuter, comme ici, par exemple, parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui va apporter. Nous devons être plus forts. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des partenaires extraordinaires. Au début, lorsque on a eu ces idées, nous avons contacté des sociétés en Espagne et bon, j'ai eu l'impression qu'on ne croyait pas trop dans notre projet. Eux, ils ont regardé quelles étaient les compétences possibles. C'est un peu triste. Oh, pardon, pas compétence. Il a voulu dire concurrent. C'est pas vrai, c'est un peu triste parce que nous ne voulons pas être les grands acteurs, super acteurs. Nous voulons simplement travailler dans l'impact social. Même si vous êtes à petite échelle, si vous représentez un risque minimum, peut-être que des grandes entreprises vont essayer de vous aider et se dire que c'est pas trop difficile. En fait, à part les sociétés dans notre secteur, nous avons eu des partenaires dans le secteur bancaire, textile, enfin des vêtements, dans beaucoup d'autres. Et nous avons même eu un financement de 4 sociétés pour 70 000 € pour des projets de partenariat avec d'autres grandes organisations. Donc, je pense que c'est une source également qui nous permet de travailler. Eh bien, il est presque 4 heures.
je voudrais que vous nous disiez, en conclusion, bon, vous parlez tous de la manière dont on peut lancer un changement, vous pouvez être acteur. Comment est-ce que vous pouvez aider ces gens-là à être des acteurs? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Eh bien, à mon avis, il faut croire en vous-même et en vos idées et être honnête envers vous-même si ça ne marche pas. Mais allez-y, allez-y. Et j'espère que vous pourrez inspirer d'autres. Bon, il y a des choses possibles pour apporter un changement. Convainquez les autres si c'est possible. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les idées ne sont pas bonnes ou mauvaises, possibles ou pas possibles. Ce qui est important à propos d'une idée, c'est que vous avez une passion pour défendre votre idée, une émotion, un engagement avec l'idée qui suffira pour faire avancer les choses, pour commencer quelque chose. Donc, je pense que ce n'est pas tellement important de regarder si vous avez des idées brillantes, mais voir comment cette idée se rapporte à vous-même, à votre monde, à votre vue de votre monde, à l'impact social. Et si vous croyez vraiment à cette idée, vous aurez déjà fait pas mal. Eh bien, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que nous n'allons pas tous être entrepreneurs. Nous n'allons pas tous être sur le front de l'innovation. Nous avons différents profils de risque. Et avec des gens comme eux qui font ce qu'ils veulent avec la vision et la passion et qui continuent à aller dans ce sens, c'est une chose. Je n'ai certainement pas commencé ma carrière au début, mais j'ai été très, très, très prudent. J'étais dans la consultance. Mais ce que je vous dirais, c'est n'acceptez pas. Si vous avez un peu de passion et si vous pouvez améliorer, améliorez d'abord. Vous ne devez pas faire des énormes bonds en avant en innovation. Même si vous pouvez faire des petits pas, c'est bien. Tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur tout seul et certainement pas dans le niveau social. Donc, si vous allez dans une société ou une organisation, ne laissez pas le statu quo être l'avenir de l'organisation. Regardez ce que vous avez vu à droite, à gauche et essayez de régler les choses avant d'aller plus loin. C'est ce que les entrepreneurs font dans leurs entreprises et je suis tout à fait convaincue qu'il y aura une grande force motrice derrière cette économie responsable. C'est de ça qu'on parle ici. Et si vous avez une passion, allez-y, allez-y. Mais si ce n'est pas le cas et si vous êtes dans une organisation, n'acceptez pas le statu quo. Essayez d'améliorer les choses à votre manière, pas à pas, et c'est ça qui aura le plus grand impact. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais dire que la première chose que je recommanderais, c'est penser collectif, parce que l'énergie individuelle que vous avez peut être reliée aux autres, parce qu'elle est l'énergie des autres, parce que l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, c'est une question de gestion des autres. Vous ne réussirez jamais tout seul. C'est ça, c'est un voyage collectif. Et deuxièmement, soyons clairs, parfois, ça fait peur. Est-ce que j'ose? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je décide d'abandonner mon travail? Est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau? Ça fait peur. Alors, la théorie, parfois, c'est bien, mais je pense qu'il est important de s'en rendre compte et de réfléchir au risque que cela implique pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez faire face à ce scénario du cas le plus difficile et ne niez pas que c'est difficile et que ça peut vous faire vraiment peur. Voyez comment traiter ça et chaque fois que vous faites un pas en avant, ça sera plus facile. En tout cas, c'est ça que je voudrais laisser comme message. Merci à vous tous. Voici les noms.
What is your favorite means to be connected? Mine is LinkedIn. Moi, c'est LinkedIn. Si vous voulez me contacter, c'est sur LinkedIn. Je ne sais pas, vous, sur quel réseau? Il faut le continuer. Je suis le seul sur la planète, donc quel que soit le réseau social, vous me trouverez. Même s'il manque un Z. Mais LinkedIn est très bien. Antonio et Petra? Moi, je suis plus emailer, mais si vous vous connectez avec moi, je serai ravie de répondre. J'ai LinkedIn aussi, et le nom de mon père est le même que le mien, mais il n'est pas sur LinkedIn. Donc, il y aura certainement des suiveurs pour moi sur les réseaux sociaux.